Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous. Pour ces 2 mois d'été, le podcast Je découvre le monde du meublé vous accompagne pendant vos congés en vous proposant une série inspirée des grandes questions qu'il arrive bien souvent de se poser lorsque l'on pratique ou que l'on envisage justement de pratiquer une activité de location meublée. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre série intitulée L'été pour comprendre le meublé en abordant ce qui est certainement l'une des questions les plus répandues de la sphère de la location meublée. Que veut réellement dire avoir le statut de LMNP ou de LMP? Quelles en sont les conséquences et implications? Si on peut penser cette question réservée aux débutants, il n'en est rien, car les aléas de la vie, les projets de carrière ou les investissements réalisés peuvent parfois occasionner des changements de statut, soulevant ainsi de nombreuses questions sur les répercussions éventuelles, et ce même après des années d'exercice de l'activité de location meublée. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce que c'est finalement être LMNP ou LMP? LMNP veut dire loueur en meublé non professionnel, tandis que LMP veut dire loueur en meublé professionnel. Dans un cas comme dans l'autre, ce statut s'obtient donc par l'exercice d'une activité de location meublée. Contrairement à la location nue, la location meublée demande donc de relever d'un statut spécifique qui s'obtient lorsque l'activité de location meublée est déclarée sur le portail de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Cette déclaration constitue une étape obligatoire pour toute personne souhaitant pratiquer la location meublée, et ce, quelle que soit la forme retenue, courte ou longue durée. LMNP et LMP sont donc 2 statuts liés à la location meublée. Mais comment savoir à quelle catégorie on appartient? C'est très simple, il s'agit ici d'une condition de recettes et de revenus organisée par l'article 155 du Code général des impôts. Cet article fixe les conditions pour être considéré comme un loueur en meublé professionnel. Ainsi, pour relever du statut LMP, il faudra remplir 2 conditions. La première, c'est que les recettes brutes annuelles générées par l'activité de location meublée doivent être supérieures à 23 000 €. La seconde, c'est que le montant de ces recettes brutes ne doit non pas seulement être supérieur à 23 000 €, mais également être supérieur à la somme de tous les autres revenus d'activité. Mais que sont ces autres revenus d'activité? Eh bien, à peu près tout. Les traitements et salaires, y compris les pensions et rentes viagères, les bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux, ou encore les revenus des gérants et associés. Les revenus fonciers ne sont toutefois, quant à eux, pas pris en compte. Attention, 2 éléments doivent être particulièrement surveillés ici. Le premier est que, selon les termes de l'article 155 du Code général des impôts, on compare d'un côté des recettes brutes, celles de location meublée, et de l'autre des revenus nets, ceux des autres activités. Le second, qui est d'une importance capitale, est que les montants de recettes annuelles de l'activité, ainsi que les autres revenus d'activité, sont évalués à l'échelle de l'ensemble des membres qui composent le foyer fiscal et qui partagent obligatoirement le même statut. Ainsi, les recettes d'activité et les autres revenus de tous les membres du foyer fiscal seront additionnés afin de vérifier si les conditions du statut LMP sont respectées. Mais alors, que se passe-t-il si ces conditions ne sont pas remplies? C'est bien simple, si les conditions pour être LMP ne sont pas remplies, alors on relève du statut de LMNP. On peut donc être LMNP dans 2 cas de figure. Ou bien lorsque les recettes brutes annuelles de l'activité de location meublée sont inférieures à 23 000 €, ou bien lorsque le montant des autres revenus d'activité est supérieur au montant des recettes brutes annuelles de location meublée. Essayons d'y voir plus clair en prenant des exemples. Madame A pratique la location meublée et en retire des recettes annuelles de 18 000 €. À côté de cela, son salaire s'élève à 35 000 € par an. Madame A aura donc le statut de LMNP pour une raison simple, les recettes annuelles qu'elle génère sont inférieures au plafond de 23 000 €. Monsieur B pratique également la location meublée et en retire des recettes annuelles de 25 000 €. À côté de cela, son salaire s'élève à 24 000 € par an. Monsieur B aura donc le statut de LMP, car ses recettes annuelles sont à la fois supérieures au plafond de 23 000 € et supérieures à la somme de ses autres revenus d'activité. Si d'aventure, Madame A et Monsieur B sont sur le même foyer fiscal, ils auront, ensemble, le statut de LMNP. Pourquoi cela? Eh bien, si l'on additionne les recettes annuelles de Madame A et Monsieur B, on obtient 18 000 plus 25 000, soit 43 000 €, ce qui est largement supérieur au plafond de 23 000 €. Mais lorsque l'on compare cette somme à leurs revenus d'activité cumulés, soit 35 000 plus 24 000, donc 59 000 €,
on constate que ces derniers sont supérieurs aux recettes brutes annuelles de l'activité de location meublée, c'est donc le statut de LMNP qui va s'appliquer. Maintenant que nous savons ce qui détermine l'appartenance à l'un ou l'autre de ces statuts, il nous faut nous pencher sur les différences de traitement qui concernent les loueurs en meublé professionnels et non professionnels. La première différence se fait du point de vue du choix du régime fiscal. En effet, si les LMNP ont la plupart du temps le choix entre les régimes fiscaux du micro-BIC et du régime réel, les LMP, quant à eux, ne pourront relever que du régime réel. Pour rappel, le régime réel est bien souvent le régime fiscal le plus intéressant, car le jeu de la déduction des charges ainsi que de l'amortissement permet d'écraser le résultat fiscal bien plus efficacement que les abattements proposés au régime micro-BIC. Il convient également de rappeler que, dans certains cas, comme le dépassement du plafond de recettes annuelles fixé pour le régime micro-BIC, ou le fait que le bien loué soit en situation d'indivision, le régime réel sera également obligatoire pour les LMNP. De plus, relever du régime réel n'aura pas exactement les mêmes conséquences pour les LMNP et les LMP. Pour le comprendre, il convient de rappeler brièvement le mécanisme des charges et abattements déductibles au régime réel. La déduction des charges permet, chaque année, de déduire de son montant imposable la quasi-totalité des dépenses engagées dans le cadre de l'activité de location meublée. Taxes, abonnements divers, assurances, mais aussi frais de gestion ou de déplacement, et même frais de notaire et commissions d'agence immobilière si la date de déclaration de début d'activité correspond à la date d'achat du bien. Si le montant de ces déductions est trop élevé par rapport aux recettes de l'activité, il peut alors se créer une situation de déficit comptable. Dans ce cas, les sommes qui ne pourraient pas être utilisées sont reportables pendant une certaine durée, qui est justement différente selon le statut de LMNP ou de LMP. L'amortissement, quant à lui, vise à compenser la perte de valeur résultant de l'usure du bien au fil du temps. Réparti en 3 catégories, à savoir les meubles, les travaux et le local, lui-même divisé en composants, l'amortissement permet de retrancher, chaque année, une fraction de la valeur de ces différents éléments du calcul de son imposition. L'amortissement qui ne pourrait être déduit est, quant à lui, reportable à vie sur les futurs bénéfices de l'activité de location meublée. Au régime réel, le fait de relever du statut de LMNP ou de LMP va avoir une incidence au niveau du déficit comptable créé par un montant de charges déductibles supérieur à celui des recettes de l'activité. Au statut de LMNP, le déficit ainsi créé est reportable, ce qui veut dire qu'il pourra être imputé sur les futurs bénéfices de l'activité de location meublée pendant une durée de 10 ans. Au statut de LMP, le déficit est également reportable, mais pour une durée d'uniquement 6 ans. La raison de cette durée plus courte est qu'au statut LMP, il est possible d'imputer le déficit sur le revenu global et non uniquement sur les bénéfices de l'activité, comme c'est le cas pour les LMNP. Attention, on parle bien ici uniquement du déficit causé par les charges, et non par l'amortissement qui, quant à lui, fonctionne également de la même manière pour les LMNP et les LMP. Notez également que, dans l'hypothèse d'un passage du statut de LMNP au statut de LMP, le déficit généré en tant que LMNP ne pourra en aucun cas être imputé sur le revenu global, ni sur les bénéfices générés en tant que loueur en meublé professionnel. Toutefois, il pourra être réutilisé si l'activité redevient non professionnelle et que sa durée de vie de 10 ans n'est pas dépassée. La deuxième différence se situe au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, ou IFI. Pour tout connaître de cet impôt, vous pouvez aller écouter l'épisode 3 de notre série de podcasts Le Printemps du LMNP, qui y est consacré, ou lire notre article sur le sujet sur notre site internet jedéclaremonmeublé.com. En matière d'IFI, les LMNP ne pourront pas y échapper, alors que les LMP pourront espérer en être exonérés, mais attention, car les conditions, listées à l'article 975 du Code général des impôts, sont strictes. La première condition est que l'activité doit présenter un caractère commercial qui s'évalue sur la base de 2 critères. Premièrement, il faut que les recettes annuelles de location meublée générées par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €, ce qui est le cas pour les LMP. Deuxièmement, les propriétaires bailleurs doivent retirer de cette activité plus de 50% de leurs revenus par rapport à l'ensemble des autres revenus professionnels du foyer fiscal. Attention, c'est le revenu imposable qui est ici pris en compte, ce qui veut dire que c'est le bénéfice net après déduction des charges et amortissements qui doit représenter plus de 50% des revenus du foyer fiscal. Cela en fait une condition souvent difficile à remplir en pratique, même s'il est important de noter que les pensions de retraite ne sont pas prises en compte dans le calcul du total des revenus du foyer fiscal. La seconde condition est que l'activité doit être exercée à titre principal, ce qui veut dire qu'il faut qu'elle représente l'essentiel des activités économiques du propriétaire bailleur. Autrement dit, un LMP qui exerce en parallèle une activité salariée ou une profession à temps plein ne peut pas être considéré comme exerçant une activité de location meublée à titre principal, même si les revenus qu'il en retire sont supérieurs aux autres. Pour une activité à temps partiel ou des activités professionnelles multiples et d'égale importance, la détermination de celle qui est considérée comme activité principale
passe par plusieurs critères comme le poids de chaque profession au sein des revenus du contribuable, le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées, etc. La troisième différence se situe au niveau du paiement des cotisations sociales ou des prélèvements sociaux, ce qui est souvent une crainte pour les LMNP car les premières sont plus élevées. En principe, les LMNP s'acquittent des prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2%, alors que les LMP sont soumis aux cotisations sociales qui représentent environ 40% des bénéfices réalisés. Notons toutefois que les LMNP qui pratiquent une activité de location de courte durée et qui génèrent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 23 000 € sont également assujettis au paiement des cotisations sociales. En la matière, il convient de rappeler que, pour les cotisations sociales, il existe un forfait minimum de cotisation même si le résultat de l'activité n'est pas bénéficiaire. En 2024, il est d'un montant de 1 162 €. La dernière différence, et non des moindres, se fait au regard de l'imposition de la plus-value en cas de vente du bien. En la matière, il est important de noter que c'est le statut en cours au jour de la vente qui sera pris en compte pour le calcul de l'imposition sur la plus-value. Pour les LMNP, la plus-value réalisée est soumise à un impôt sur la plus-value de 19% et aux prélèvements sociaux. Toutefois, la plus-value réalisée fait l'objet d'un abattement annuel au-delà de la 5e année de détention, ce qui permet d'obtenir une exonération de l'impôt sur la plus-value au bout de 22 ans de détention et une exonération des prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Pour les LMP, le calcul sera bien différent. Le montant de la plus-value réalisée va être réparti entre la plus-value à court terme et la plus-value à long terme. La plus-value à court terme représente l'intégralité du montant de la plus-value si la durée de la détention du bien est inférieure à 2 ans. Si elle est supérieure à 2 ans, la plus-value à court terme correspond à la somme des amortissements déduits. Elle est assujettie à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. La plus-value à long terme est calculée en faisant la différence entre le montant total de la plus-value et la plus-value à court terme. La plus-value à long terme supporte un impôt sur la plus-value de 12,8% ainsi que les prélèvements sociaux à 17,2%, soit un total de 30%. Néanmoins, un loueur qui exerce l'activité de location meublée professionnelle depuis plus de 5 ans, même non consécutifs, peut bénéficier du régime de l'exonération des plus-values professionnelles. Pour ce faire, son chiffre d'affaires moyen sur les 2 dernières années doit être inférieur à 90 000 € pour une exonération totale et 126 000 € pour une exonération partielle. Pour les meublés de tourisme, le seuil d'exonération totale est fixé à 250 000 € et celui de l'exonération partielle à 350 000 €. Notre épisode touche à sa fin et vous savez maintenant tout des 2 différents statuts dont il est possible de relever lorsque l'on pratique une activité de location meublée. Dans le prochain épisode de notre série, nous poursuivrons nos comparaisons en nous penchant, cette fois-ci, sur les différences qui séparent la location vide de la location meublée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.